l'intermède philosophique, une chronique présentée par Camille Escamilla. Elle nous arrache à la morne répétition du quotidien, à l'ennui. Elle donne du sel, de l'intensité à la vie en nous confrontant à l'inconnu, au risque. Et oui, c'est de l'aventure qu'il s'agit aujourd'hui. L'aventure est une série d'événements, de péripéties qui introduit une rupture dans le cours de la vie. Comme telle, l'aventure est au sens propre extraordinaire. Elle expose à l'imprévisible, voire à l'adversité, celui qui l'accepte ou même va au-devant d'elle. Il faut même du danger dans l'aventure, le danger qui exalte la vie elle-même, qui la rend passionnante. Ceux qui recherchent l'aventure veulent échapper à l'ennui, veulent que quelque chose leur arrive, sans quoi ils ne se sentent pas vivre. Paradoxalement, c'est en frôlant la mort qu'on se sent vivre. Toutefois, cette présence du danger, et donc derrière celle-ci de la mort possible, ne doit pas être trop massive, sans quoi l'aventure n'est plus aventure mais drame. Pour demeurer stimulante, l'aventure doit donc articuler de la légèreté et de la gravité. De la légèreté pour ne pas virer au tragique, du sérieux pour qu'on y soit quand même impliqué. C'est cette articulation qu'évoque Yankelevitch dans son essai sur l'aventure. Écoutons-le. Supprimez l'un des deux contraires, jeu ou sérieux, et l'aventure cesse d'être aventureuse. Si vous supprimez l'élément ludique, l'aventure devient une tragédie. Et si vous supprimez le sérieux, l'aventure devient une partie de cartes, un passe-temps dérisoire et une aventure pour faire semblant. Ou avec d'autres images. Pour qu'il y ait aventure, il faut être à la fois dedans et dehors. Celui qui est dedans de la tête aux pieds est immergé en pleine tragédie. Celui qui est entièrement dehors, comme un spectateur au théâtre, contemple un spectacle dont il est détaché sans le prendre au sérieux. Tel est le monde vu d'un fauteuil et dans l'optique contemplationniste du jeu. L'aventureux est à la fois extérieur au drame comme l'acteur et intérieur à ce drame comme l'agent inclus dans le mystère de son propre destin. L'aventure est donc pour Yankelevitch paradoxalement faite de contraires. Elle échappe à la logique et témoigne par là de l'irréductibilité de l'existence aux principes rationnels. Mais alors, peut-il y avoir des aventures ailleurs que dans les romans ? N'est-ce pas la fiction seulement qui peut faire exister le miracle de l'aventure ? De quelles aventures parlons-nous, si ce n'est de celles de nos héros de livres, de films, de bandes dessinées ? Les aventures de Tintin, d'Indiana Jones, de Gulliver, celles racontées par Jules Verne, Stevenson, Conrad, sans oublier, au IXe siècle avant Jésus-Christ, les aventures d'Ulysse racontées par Homère. C'est souvent même par ironie que nous parlons d'aventure lorsque la réalité apparaît ridiculement exagérée par ceux qui la racontent. Ainsi, dans L'Homme de Rio, mon film d'aventure préféré, réalisé par Philippe de Broca, avec comme héros Adrien, joué par Jean-Paul Belmondo. De retour en permission à Paris, Adrien va devoir se lancer à la poursuite des kidnappeurs de son amoureuse Agnès, et ce jusqu'au Brésil. Tout cela sur fond de statuettes dérobées au musée de l'Homme et de trésors. Tout se termine bien et Adrien peut rentrer à la caserne. C'est la fin du film, il est dans le train et attend son ami Lebel qui est en retard. Écoutons-les. Et Bigot, t'as pas vu Lebel ? Non, non. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique alors pour tout. Allez, dépêche-toi. Allez, monte. Oh, si tu savais, si Attendez, tu savais, non. oh, les corrières, les vaches. Oh, non, attends, laisse-moi prendre mon souffle. Oh, je t'ai ramené un petit souvenir. Je te remercie. Oh, si tu savais. Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah non, t'as jamais vu des embouteillages pareils, mon vieux. 3 heures pour venir de chez moi, 3 heures. Tu viens ? Des reflets, tout Paris à traverser. Quelle aventure ! Si on laisse de côté l'ironie, n'est-ce pas l'imagination seule qui peut faire exister l'aventure ? D'abord parce qu'elle nous en fournit les ingrédients, des rencontres, des hasards d'où jailliront des péripéties improbables,
avec des monstres, des contrées extraordinaires, inexplorées, sur Terre, sous terre, sur mer, sous mer, sur la Lune, Mars, dans l'espace, dans le temps. Et parmi ces ingrédients, il y a aussi les méchants, qui, malgré toute leur bonne volonté, n'en finissent jamais avec la vie de l'aventurier. Pour que l'aventure puisse continuer, celui-ci évite toujours la mort, sans cesser de la frôler, là où, dans la vraie vie, on serait mort 20 fois. Et si l'aventure semble devoir appartenir à la fiction plus qu'à la réalité, c'est aussi, et peut-être surtout, parce qu'elle tire sa temporalité du récit. Ainsi, le récit serait constitutif de l'aventure, car c'est lui, le récit, qui délimite le début et la fin, le début qui est en réalité est transfiguré par la fin. Dans la vraie vie, les événements se succèdent dans une continuité qui ne laisse rien présager. Rien sur le moment ne relève d'un commencement, puisque le temps s'écoule sans cesse et que nous sommes pris dans son flux. Ce commencement est donc en réalité rétrospectif. Il suppose le point de vue extérieur de celui qui connaît la fin et qui peut faire apparaître des moments chargés de sens, pleins de promesses. Et celui-là, celui qui a ce point de vue extérieur, eh bien, c'est le narrateur. Vivre, c'est être entraîné dans le flux, et donc il n'y a pas d'aventure vécue. Telle est la découverte décevante que fait Roquentin, le narrateur de La nausée de Jean-Paul Sartre. Roquentin qui se rend compte qu'il se racontait sa vie quand il croyait avoir vécu des aventures. Écoutons-le. Pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu'on se mette à le raconter. C'est ce qui dupe les gens. Un homme, c'est toujours un conteur d'histoires. Il vit entouré de ses histoires et des histoires d'autrui. Il voit tout ce qui lui arrive à travers elles, et il cherche à vivre sa vie comme s'il la racontait. Mais il faut choisir, vivre ou raconter. Par exemple, quand j'étais à Hambourg avec cette Erna, dont je me défiais et qui avait peur de moi, je menais une drôle d'existence, mais j'étais dedans, je n'y pensais pas. Et puis un soir, dans un petit café de San Paoli, elle m'a quitté pour aller au lavabo. Je suis restée seule, il y avait un phonographe qui jouait Blue Sky. Je me suis mise à me raconter ce qui s'était passé depuis mon débarquement. Je me suis dit. Le 3e soir, comme j'entrais dans un dancing appelé la Grotte Bleue, j'ai remarqué une grande femme à moitié saoule. Et cette femme-là, c'est celle que j'attends en ce moment, en écoutant Blue Sky et qui va revenir s'asseoir à ma droite et m'entourer le cou de ses bras. Alors, j'ai senti avec violence que j'avais une aventure. Mais Erna est revenue, elle s'est assise à côté de moi, elle m'a entouré le cou de ses bras et je l'ai détestée sans trop savoir pourquoi. Je comprends à présent. C'est qu'il fallait recommencer de vivre et que l'impression d'aventure venait de s'évanouir. Quand on vit, il n'arrive rien. Les décors changent, les gens entrent et sortent, voilà tout. Il n'y a jamais de commencement. Les jours s'ajoutent aux jours sans rime ni raison, c'est une addition interminable et monotone. Mais quand on raconte la vie, tout change. Seulement c'est un changement que personne ne remarque. La preuve, c'est qu'on parle d'histoires vraies, comme s'il pouvait y avoir des histoires vraies. Les événements se produisent dans un sens et nous les racontons en sens inverse. On a l'air de débuter par le commencement. C'était par un beau soir de l'automne de 1922, j'étais clerc de notaire à Marome. Et en réalité, c'est par la fin qu'on a commencé. Elle est là, invisible et présente. C'est elle qui donne à ces quelques mots la pompe et la valeur d'un commencement. Mais ne peut-on objecter à Roquentin que nous avons quand même dans la vie le pouvoir de commencer une chaîne d'événements, et ce, par la décision de partir en voyage. La fiction elle-même d'ailleurs associe pratiquement toujours aventure et voyage. Ulysse, Gulliver, Robinson, Simbad, Tintin, les héros de Jules Verne, de Conrad, de Stevenson voyagent. En quoi le changement d'espace nous ouvre-t-il donc la temporalité de l'aventure? C'est que le voyage se découpe sur le fond de la vie de tous les jours, sur le fond de sa répétition. Il défait la continuité routinière et ouvre l'avenir, l'arrache au métro, boulot, dodo. Du même coup, il est confrontation à l'imprévu. Voyager, c'est explorer et découvrir. La nouveauté est inhérente au voyage.
une double nouveauté, celle des lieux, et d'abord de la nature, mais aussi celle des hommes obéissant à d'autres coutumes. S'exposer à l'imprévu, c'est aussi bien sûr prendre des risques, aller vers l'adversité. L'ailleurs est ainsi auréolé de toutes les aventures qui nous y attendent. C'est pourquoi les grands navigateurs, les grands explorateurs sont à nos yeux les vrais aventuriers. Les grands navigateurs, par exemple Colomb, Magellan, Marco Polo, partirent à l'inconnu, sur la mer, milieu instable, propice à l'aventure. Stanley, grand explorateur, qui en 1871 retrouva le missionnaire Livingstone perdu au fin fond de l'Afrique, ce même Stanley qui le premier traversa cette Afrique en 3 ans, d'est en ouest, et l'appela le continent sombre. Et plus près de nous, Neil Armstrong qui le premier marcha sur la Lune. Cette liste, non exhaustive, nous fait immédiatement prendre conscience que ces aventures étaient ce que nous ne saurions pas vivre, ces explorateurs ce que nous ne saurions pas être, des pionniers. Ils n'avaient pas été précédés, eux. Le monde alors était vierge. Nous qui voyageons aujourd'hui, nous sillonnons un monde maîtrisé, un monde connu où les nations ne cessent d'échanger, un monde rétréci à la mesure de nos moyens de transport de plus en plus rapides. Ces artisans des cartes ont largement contribué à tuer l'aventure qu'ils avaient eux-mêmes connue. Ils avaient noué les premiers contacts, fait naître les premiers échanges et du même coup fait également disparaître l'inconnu et les imaginaires qu'il suscita chez les anciens. À en croire Hérodote ou Pline, des peuples extraordinaires, improbables, habitaient les terres inexplorées. Bref, les aventuriers ont désenchanté le monde et l'aventure avec lui. C'est d'ailleurs bien ce que suggère Conrad dans cet extrait de « Au cœur des ténèbres » où Marlowe raconte comment lui est née sa vocation de marin, son goût pour l'aventure, mais aussi comment cette vocation a, dans un premier temps, été contrariée. Quand j'étais petit garçon, j'avais une passion pour les cartes. Je passais des heures à regarder l'Amérique du Sud ou l'Afrique ou l'Australie, et je me perdais dans toute la gloire de l'exploration. En ces temps-là, il restait beaucoup d'espaces blancs sur la terre, et quand j'en voyais un d'aspect assez prometteur sur la carte, je mettais le doigt dessus et je disais « Quand je serai grand, j'irai là ». Le pôle Nord était l'un de ces endroits-là, je me souviens. En fait, je n'y suis pas encore allée, et ce n'est pas maintenant que j'essaierai. La magie s'est perdue. D'autres lieux se trouvaient épars vers l'équateur, et à toutes sortes de latitudes, partout dans les 2 hémisphères. Je suis allée dans plusieurs d'entre eux. Eh bien, bon, n'en parlons pas. Mais il en restait un, le plus grand, le plus blanc, si l'on peut dire, par lequel je me sentais attirée. Il est vrai qu'entre-temps ce n'était plus un espace blanc. Il s'était rempli depuis mon enfance de rivières, de lacs et de noms. Ce n'était plus un espace blanc de délicieux mystères, une zone vide, propre à donner à un enfant des rêves de gloire. C'était devenu un lieu de ténèbres. L'espace blanc auquel Marlowe fait allusion, c'est l'Afrique, dont nous parlions plus haut à propos de Stanley. Le paradoxe est donc justement que c'est son exploration, sa découverte, qui l'a obscurci. La connaissance n'a pas été source de lumière, mais au contraire de ténèbres. Pour Marlowe, la cartographie, mais aussi la colonisation, sont une fermeture au rêve, à l'ambition, à l'aventure. Si ce continent est noir désormais, ce n'est pas en raison de la couleur de peau de ses habitants, ni même de l'opacité de la forêt, mais parce que les hommes blancs lui ont ôté sa virginité. Que reste-t-il donc à nos voyages aujourd'hui ? Le monde mondialisé n'est-il pas devenu le monde de la maîtrise, le monde où l'aventure n'est plus possible ? L'aventure réelle, l'aventure vécue, n'appartient-elle pas désormais au passé, puisque le voyageur ne découvre plus vraiment ? Le voyageur, devenu touriste, sait déjà à l'avance ce qu'il va trouver. Il a le guide Michelin, le guide du routard, le Lonely Planet, tout plein de photos admirables. Son initiative reste d'y avoir été lui aussi et d'avoir vu.
Pris dans le tourisme de masse, il témoigne d'une soif d'altérité toute relative, puisqu'il a besoin de l'organisation lui assurant une sécurité maximale et ne tolère sur place que des conditions de vie semblables à celles de son pays. L'aventure ne se trouve plus guère aujourd'hui que dans les slogans publicitaires. Récemment, une publicité d'agence de voyage dans un magazine féminin osait proposer de découvrir les papous comme on ne les avait jamais vus. Et d'ailleurs, voir, n'est-ce pas tout ce qu'il lui reste à faire ? Contrairement à Ulysse, le touriste aujourd'hui ne saurait dire à son arrivée « En quelle terre ai-je échoué ? Vais-je trouver des brutes et des sauvages sans justice, ou des hommes hospitaliers craignant les dieux ?» Qu'est-ce qu'une aventure dans laquelle on ne fait que voir, être spectateur ? Rappelons-nous Yankelevitch qui disait qu'il ne suffisait pas d'être spectateur, qu'il fallait aussi être acteur. Évidemment, on pourrait se lamenter et ironiser sans fin sur cet état de choses. Mais la question est-elle vraiment de savoir si l'aventure est encore possible aujourd'hui ? N'est-elle pas plutôt de se demander si vivre vraiment, c'est courir, explorer le monde, si une vie digne de ce nom est une vie aventureuse. L'image positive de l'aventurier est en grande partie déterminée par l'idée que la sédentarité est bourgeoise. Le voyageur, c'est celui qui, contrairement aux bourgeois, refuse de s'installer, refuse la vie confortable, au bout du compte, la vie étroite et médiocre. Si le bourgeois a des aventures, c'est au sens sexuel de l'expression, incapable qu'il est de partir à l'aventure, de vivre dangereusement pour reprendre la belle expression de Nietzsche. Et de fait, quand Yankelevitch décrit l'aventurier, sa soif de voyage dans les extrêmes, il l'oppose à la vie bourgeoise. Lisons. Le besoin d'atteindre les extrêmes et les finistères qui sont le nec plus ultra de l'espace, d'aller dans les profondeurs du sol ou de l'océan, au sommet des montagnes ou vers l'extrême altitude du monde sidéral, au pôle Nord, au pôle Sud, en Extrême-Orient, en Extrême-Occident, tout cela témoigne clairement d'une tentation extrémiste et même puriste. L'aventureux aspire à un au-delà de la zone mitoyenne, de cette zone des mélanges qui est aussi la zone de l'optimum biologique, celle où l'homme vit et respire le plus confortablement, mais dans laquelle, n'étant ni ange ni bête, il mène l'existence la plus bourgeoise et la plus casanière. Les hommes de la continuation engraissent et prospèrent dans cet entre-deux. Et d'ailleurs Ulysse, pour Yankelevitch, n'est pas un véritable aventurier. Il ne désire qu'une chose, rentrer à Ithaque, retrouver sa patrie, sa femme, sa famille, son fils. De cette comparaison entre le bourgeois et l'aventurier, nous comprenons aussi que la quête de l'aventurier a à voir avec le désir d'indépendance, un refus de se laisser enfermer dans les valeurs et les contraintes sociales du travail, du mariage, de la famille. Il y a quelque chose d'individualiste, voire presque d'aristocratique dans cet idéal de vie. Toutefois, la question que nous nous poserons pour terminer est la suivante. Une vie s'inscrivant dans les conventions sociales du travail, de la famille, une vie sédentaire est-elle pour autant une vie étroite, une vie médiocre ? Faut-il courir le monde et l'aventure pour exister pleinement ? Eh bien, c'est cette question qui se trouve au cœur de ce film, qui n'est pas un film d'aventure, le film de Frank Capra, La vie est belle. Ce film que moi-même et mon amie Laurette aimons tant. George Bailey, joué par James Stewart, en est le héros ordinaire. Dès sa plus petite enfance, George rêve d'aventure, ne vit que pour ses futures aventures qu'il ne connaîtra pourtant jamais. Écoutons-le dans cet extrait où une glace à la noix de coco lui évoque son destin d'explorateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu n'aimes pas les noix de coco ? C'est inouï. Est-ce que tu sais d'où elles viennent seulement ? Tiens, regarde. Elles viennent de Tahiti, elles viennent des îles Fidji, des contrées lointaines. Un nouveau journal ?
Je ne l'ai encore jamais vu. Le contraire serait étonnant. Il n'y a que nous, les explorateurs, qui le lisons. J'ai été nommé avant-hier membre correspondant de la Société nationale de géographie. C'est de cette oreille que tu n'entends pas. George Bailey, c'est toi que j'aimerais toute ma vie. Je deviendrai un explorateur des plus connus. Tu verras, j'entretiendrai un magnifique harem. Et des femmes, j'en aurai au moins 20. Mais voilà, George ne partira jamais. Empêché une première fois par le décès de son père qui le contraint à reprendre la société familiale de prêt et de construction, puis une seconde fois par un frère qui ne le remplacera pas dans cette tâche, et même le jour de son voyage de noces, George, retenu par ses liens sociaux et familiaux, ne pourra quitter la petite ville de Bedford Falls, continuera à aider les pauvres, à accéder au logement, et sacrifiera ses projets d'aventure. Toutefois, il vivra l'extraordinaire. Une aventure, pourrait-on dire, une aventure surnaturelle, quand son ange gardien, venu sur Terre pour le sauver du suicide, le propulsera dans le monde tel qu'il aurait été sans lui. George Bailey, persuadé qu'il aurait mieux valu pour lui de ne point naître, prendra alors la mesure de son erreur en découvrant que sans lui, Bedford Falls eût été le règne de l'injustice et de la violence. Ainsi, il échappera au regret, à la conscience d'avoir raté sa vie, lui qui a tant œuvré pour les autres. Certes, George Bailey n'a pas connu le monde, n'a pas sillonné les mers, mais il a mené une belle vie. C'était l'intermède philosophique, une chronique présentée par Camille Escamilla.